Cet épisode a été rendu possible grâce au CNC et à nos partenaires. Un grand merci à eux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backstage, bonsoir. Incroyable. Bonsoir le public, merci d'être toujours plus nombreuses et nombreuses à nous regarder sur YouTube notamment. Pensez à vous abonner d'ailleurs si vous êtes sur YouTube. Bon, il y a un viewer sur deux qui n'est pas abonné à la chaîne et qui regarde pourtant Backstage chaque semaine, donc abonnez-vous. Merci particulièrement à Molokino qui compte chaque semaine le nombre de bonjours et de bonsoirs que je dis dans l'émission. Il le met en commentaire sous la vidéo. Voilà, je voulais lui faire un big up ce soir tout particulier. Mais oui, merci à toi. Mais c'est vrai, mais tout à fait. Un bonsoir aussi aux personnes qui nous écoutent en podcast. Alors ça y est, on a eu notre top de Spotify. On est le top 10. On est dans le top 10 de podcast de plus de 10 000 personnes. Et ça fait super plaisir. On a 450 000 écoutes en 2023 pour une centaine d'heures diffusées. Merci du fond du cœur à toutes les personnes qui nous écoutent en podcast. Merci beaucoup le public, vous êtes au top. Merci à vous. C'était le moment Cocorico et je suis à nouveau entouré de mes chroniqueurs et chroniqueuses. Ça fait super plaisir de vous retrouver. On est avec Usul. Salut Usul. Bonjour. Comment tu vas ? Oh la patate. Je vois ça. T'es en forme, c'est cool. Usul qui fait notamment l'émission Rhinocéros chez Blast. Rhinocéros, ouais. Rhinocéros. Ouais, Rhinocéros, tout à fait. Ça se passe bien ? Tout à fait, ça se passe bien. Un épisode plus dur cette semaine à faire quand même que d'habitude. C'était celui qui est sorti dimanche dernier ou celui non, qui va celui sortir ? qui va sortir dimanche, parce que là c'est vrai qu'on enchaîne. Non, le dernier c'était une promenade de santé. Hein. C'était sur le journal Franc-Tireur, c'est ça. Sur le journal Franc-Tireur, je me suis mangé sur le dos Caroline Forest, retweeté par Raphaël Enthoven. Enfin voilà, j'ai pris l'agro. En somme. J'ai pris l'agro. T'as pris l'agro, oui. Comme on dit en Mais c'est ça de faire la critique média. Hein. Ben oui. Et en plus, je me suis planté. Je me suis planté sur un chiffre. Elle l'a dit, Caroline Forest. J'ai dit qu'ils vendaient 30 000. En fait, ils vendent 30 000 en kiosque. Et ils ont 30 000 abonnés en plus. Donc, ils vendent pas 30 000, ils vendent 60 000. D'accord. Eux, ils disent c'est autant que le point. Non, c'est autant que le point si on prend juste les kiosques. Mais avec les abonnés, le point, ça fait 300 000. D'accord. Donc là, c'est 60 000, 300 000. Bon, on est super content de l'apprendre. Voilà. Ça fait super plaisir. Non, mais c'est pour répondre à Caroline Forest. Non, mais c'est très bien. Oui, non, mais voilà. Et donc là, vous bossez sur un épisode la semaine prochaine. Beaucoup plus. Enfin, ce dimanche, pardon. Sujet beaucoup plus dur pour moi. On a travaillé sur Frenchy Shore. Ah, la télé-réalité la télé-réalité là. trash de l'hiver. Là, la sensation. Si vous êtes sur Twitter, vous avez forcément vu tourner des images un peu bizarres. Vous forcez pas à aller les regarder. Oui, moi je me suis forcé à regarder. Mais en fait, il y a quand même. Regardez Rhinocéros, mais pas les images qui traînent sur Twitter. Oui. Non, il y a quand même plein de trucs à dire sur la télé-réalité, son traitement dans les grands médias. Puis il faut quand même voir que la ministre de la Culture a réagi sur Frenchy Shore. Elle en a parlé dans Le Parisien, qui l'interrogeait. Donc bon, il y a pas mal de trucs à dire. Donc vous verrez ça dimanche. Ok, et écoute, on verra ça dimanche dans l'émission Rhinocéros. On est aussi avec Sacha. Salut Sacha. Hello. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais, très bien, écoute. C'est pas vrai du tout, mais. Ça te va bien la moustache ? Tu vas la garder ou pas ces derniers jours ? Je vais pas la garder. Non. Ça aura fait tout le mois de novembre, ça aurait été rigolo pendant un mois, mais je vais arrêter. C'est vrai que c'est peut-être genre. Moi j'imagine Edoui Plenel quand il était jeune, un peu comme ça. Non, tu penses ? Non, genre une tête à claque comme ça ? Non, plus sérieux quand même. Plus brun, du coup, j'imagine. Oui, déjà, oui. Mais puis plus bouclé. Plus gauchiste, un peu. Ah oui. Plenel, dans sa jeunesse, sans doute beaucoup plus que moi, oui, ça sans doute. Sacha, tu es journaliste sport chez Radio France, chez France Télévisions, chez France Télévisions. Comment ça va ? Est-ce que tout se passe bien ? Écoute, tout se passe bien. Ça va. Juste, on m'a demandé si la casquette était une collaboration commerciale. Non, je ne suis pas devenue influenceuse CGT. On m'a fait ce cadeau empoisonné pour mon anniversaire. On te l'a offert. C'est vrai, j'étais présent. Voilà. Certifié que c'est effectivement un cadeau. Exactement. Et non, ça se passe bien. Écoute, les jeux approchent avec leur lot de surprises. On va en parler. Oh oui. Sportivement, ça va être chouette, mais sociétalement parlant, je suis un peu moins sûre, mais on va voir. On verra ça et on en parlera bien évidemment, y compris d'ailleurs dès cette semaine, je crois, dans les sujets de la semaine. On est avec Léa aussi. Salut Léa. Bonsoir. Comment tu vas Léa, fondatrice de Popol, qui revient d'un petit stage aux États-Unis ? Ouais. Comment c'était ? Le stage du wokisme. Raconte-nous en vrai. J'en avais parlé vite fait avant de partir. En fait, j'ai été invitée du gouvernement américain pendant 3 semaines pour suivre un programme sur les violences sexuelles et sexistes. L'idée, c'était de nous présenter des acteurs, des actrices qui travaillent sur la prévention, sur la lutte contre les violences. Donc, du coup, on a rencontré des flics. Pour moi, c'est un truc de ouf, je le dis. Voilà. C'était certainement la première fois que je rencontrais. Mais en plus, c'était des vrais détectives comme dans la télé. Ah non, mais c'était un truc de ouf. Genre, ils avaient le badge. Ouais, ils mangent des donuts et tout. Enfin, c'est vraiment. C'est un truc de malade. Et ils boivent sont là avec leur toute la journée. Pardon ?
Ils boivent du café toute la journée. Du café comme ça toute la journée. Non, mais c'était assez intéressant. Et donc, du coup, on a rencontré aussi les assos, des élus. Oui, parce que jusque-là, c'est pas l'idée que je me fais du wokisme. Non, c'est vrai. D'aller rencontrer des flics américains. Non, oui, voilà, c'est vrai. Non, c'était relativement woke, quand même, finalement. Peut-être que certains flics, je sais pas. Not all cop. Non, je peux pas dire ça non plus, quoi. C'est chaud. Non, bref, c'était assez intéressant. On est allé dans 5 villes. On était à Washington, on était à Boston. Ensuite, on est allé dans le Midwest, dans le New Hampshire aussi. J'étais à 1h30 de la tuerie de masse le soir où ça arrivait. C'était une bonne ambiance. Non, c'était abominable. Et puis, j'ai eu des discussions du coup sur les armes. Et tout le monde était là, ah non, mais le problème, c'est pas les armes, c'est les gens qui portent les armes. Ah oui, d'accord, ils en sont encore là. Certaines personnes, quand quel même. bonheur. Donc, bref, c'était des discussions assez intéressantes. Et puis après, on est allé dans le Missouri, à Saint-Louis. Et on a terminé par une étape dans le Kentucky, à Louisville. Et j'étais un peu déçue parce que moi, je voulais aller au KFC original. Dans le premier KFC. Tu vas dans le Kentucky, c'est le premier truc que tu as envie de faire. De fou, tu vois. Bon, alors je suis allée dans un KFC, mais c'était pas le premier, donc j'étais un peu vénère. Triste. Donc voilà. Et sinon, à part cette déception dont j'aurais du mal à me remettre, c'était assez intéressant de voir comment les États-Unis, depuis 1994, en fait, mettent en place des moyens pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Donc en gros, quand tu débarques là-bas, tu leur expliques qu'il y a encore des flics aujourd'hui qui sont condamnés pour violences, qui potentiellement peuvent prendre des plaintes de personnes qui viennent déposer plainte pour des violences sexuelles et sexistes. Tu parles en France ou aux États-Unis? Ils regardent comme ça. En France, ouais. Ils te regardent comme ça en mode what? Et quand tu leur expliques que notre ministre de l'Intérieur est accusé de viol aussi, là, ils tombent un peu de leur chaise. Mais d'ailleurs, ça se passe comment aux États-unis? C'est les États ou c'est le gouvernement fédéral? C'est les États, essentiellement. Okay. Mais en fait, il y a eu une loi cadre en 1994 qui a impulsé énormément de changements. Et il y a quand même, tu vois, par exemple, le département d'État et le département de la justice, du coup, a un programme national, mais c'est vraiment les États au niveau local qui vont décider, par exemple, de mettre en place des juridictions spécialisées, qui vont décider de mettre en place aussi des unités spécialisées au sein de la police, etc. Donc, c'est plutôt... Mais c'était assez intéressant parce qu'on voit aussi des thématiques qui sont finalement des thématiques qu'on voit depuis un certain temps dans le monde académique, dans le monde universitaires comme l'abolition de la prison, des choses comme ça. En France, t'en parles avec des magistrats, ils se disent mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Ouais. Alors que là-bas, même des professionnels de la justice commencent déjà à réfléchir à ces débats, donc c'était assez intéressant. Bah écoute, c'est très très chouette. En tout cas, on est très content de te retrouver, Léa, sur le plateau de Backseat. Ça fait super plaisir. Un tout petit point rapidement avant de parler des sujets d'actu pour vous parler du financement de cette émission. Je vous rappelle que Backseat est rendu possible par vos dons et par nos partenaires. Une émission, ça coûte 13 000 € à réaliser et ça sert, les 13 000 €, ça sert à payer le salaire des personnes qui réalisent et qui fabriquent cette émission techniquement notamment, mais aussi éditorialement. Les viewers, si vous n'êtes pas déjà allé sur KissKissBankBank, allez sur KissKissBankBank, retrouvez Backseat et vous aussi rejoignez-nous. Faites un don mensuel. Vous êtes déjà plusieurs milliers à nous faire des dons chaque mois pour nous permettre de continuer cette émission. Merci à vous. On s'est donné comme objectif d'avoir 30 000 € par mois pour se garantir d'avoir une émission chaque semaine, toute l'année. Et même pendant plusieurs années, n'hésitez pas à vous offrir un soutien à Backseat, par exemple à l'occasion des fêtes de Noël. Ça peut être un très très beau cadeau que vous vous faites à vous-même. Merci à vous, chers amis. Ça vous dit qu'on parle de politique ? Ouais. Allez, c'est parti pour les sujets de la semaine. Merci. Merci le public. Priorité au direct, on a appris aujourd'hui la mort d'Henry Kissinger. Henry Kissinger, Usul, tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît ? Oh putain. Oui. Je croyais que tu devais faire un point avec des dates, non ? T'as pas des dates ? Alors, il avait 100 ans, ça je peux vous le dire. Il a été secrétaire d'État américain entre 73 et 77. On va rappeler ce que c'est qu'un secrétaire d'État américain. C'est un ministre des Affaires étrangères. Il a, à l'époque notamment, de la fin de la guerre du Vietnam et à l'époque du coup d'État de Pinochet au Chili. Oui, c'est un grand nom de la diplomatie américaine qui même quand il était plus en fonction a continué à être un conseiller de l'ombre, qui a conseillé la puissance américaine. Par exemple, il a conseillé, tiens, ce serait pas mal d'envahir l'Irak en 2003. Tiens, ce serait pas mal le coup d'État contre Pinochet. Tiens, ce pays-là, faudrait le bombarder entièrement, comme au Cambodge. Donc voilà, c'est quand même je suis assez étonné, moi, des hommages qui lui sont rendus aujourd'hui par Emmanuel Macron et par Madame Colonna, notre ministre de... Ah, ils se sont fait chier à faire des hommages à Henry Kissinger. Ça a été des tweets très élogieux. La mort d'un grand homme. Parce qu'en fait, ce qu'on retient très souvent, c'est qu'il a été l'artisan du dégel des relations avec le bloc de l'Est. Ouais.
Voilà, où ça a commencé. Le réchauffement de la guerre froide. Pendant que la guerre, à la fin de la guerre froide, quand ça commençait à se reparler un peu, voilà. Sauf que il a aussi été celui qui a dit qu'il faut arrêter de conditionner les rapports des États-Unis, les rapports commerciaux des États-Unis avec la Chine à la question des droits de l'homme. C'est quelqu'un de très pragmatique, si tu veux. Et on se rappelle souvent de son prix Nobel de la paix, mais on oublie un petit peu tout le reste, qui est que, en fait, Henry Kissinger, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de trinquer à sa mort, parce que c'était un ennemi des peuples. C'est-à-dire que partout, il a essayé de faire en sorte, au-delà du bloc de l'Est, que les résistances locales, les indépendances locales, comme par exemple celle du Timor oriental en Indonésie, soient réprimées dans la violence. Dans la violence qu'on connaît, il a fait soutenir des criminels de guerre et pour certains, il en est un lui-même, mais il a soutenu des dictatures de type fasciste en Amérique latine, etc. Donc voilà, c'est une certaine Amérique. C'est une certaine Amérique, c'est ça. C'est une certaine Amérique. C'est le volet international des néoconservateurs américains qui ont eu leurs grandes heures sous Reagan, quoi. Oui, je pense que c'est la très mauvaise image qu'ont aujourd'hui les États-Unis dans tout un tas de pays dits du Sud global est due aussi largement à des décisions qui avaient été conseillées par M. Kissinger. Donc voilà, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a qui sont quand même, sur la fin de sa vie, allés lui chercher des poux, lui demander un petit peu de le mettre face à ses responsabilités. Et il y a tout un tas de pays dans lesquels il ne pouvait plus aller sans être, notamment la France, où dans le cadre d'enquêtes sur le plan Condor, qui a été un plan justement sur comment les États-Unis allaient pouvoir ne pas perdre le contrôle de l'Amérique latine, qui est pleine de ressources. C'était un plan de torture international. Qui était un plan de soutien à tous ceux qui permettaient de lutter contre la gauche, les syndicats, voilà. Donc tous ceux qui ont emprisonné, torturé, tué des militants syndicaux dans plein de pays d'Amérique latine. Et le plan Condor, c'était de coordonner ça un petit peu avec les services secrets américains et tout. Et par exemple, en France, il y avait une enquête là-dessus. Donc quand Kissinger était venu en France au début des années 2000, il a reçu un mandat de convocation par un juge qui au nom de la compétence universelle. Mais il y a beaucoup de réfugiés chiliens, notamment en France. D'ailleurs, on les salue. Et donc du coup, il ne venait plus en France. Il y a tout un tas de pays dans lesquels il ne pouvait plus venir parce que on a fini par lui demander des comptes. Voilà. Mais donc je m'étonne vraiment de l'hommage aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qui dit beaucoup de notre alignement sur les États-Unis et sur ces États-Unis-là, ces États-Unis qui bombardent ou qui laissent bombarder ou qui font bombarder. De toute façon, voilà. Henry Kissinger, donc voilà, représentant de l'Amérique pour le pire comme pour le pire tout au long de sa vie. Autre sujet d'actualité qu'on voulait aborder ensemble, Éric Dupond-Moretti a été acquitté. C'est pas facile à dire. Procès qui s'était ouvert le 6 novembre dernier. Rappelez-vous, c'était une première. Un ministre en exercice convoqué et traduit devant la Cour de justice de la République. En plus, pas n'importe quel ministre, puisque c'est le ministre de la Justice en personne. Il était là on lui reprochait une prise illégale d'intérêt quand il a ouvert des enquêtes administratives visant 4 magistrats avec qui il avait eu des différends quand il était avocat. Le parquet avait requis 1 an de prison avec sursis, ce qui était déjà assez léger comme réquisitoire. Et ben finalement, le jugement dit... Alors le jugement, il est chelou. Bah ouais. Le jugement, il est chelou parce qu'il dit il y a bien eu prise illégale d'intérêt, il y a bien eu conflit d'intérêt, il y a bien eu prise illégale d'intérêt, mais il n'y a pas eu d'éléments intentionnels, il n'a pas fait exprès. Il ne savait pas. Non, mais donc du coup, faute d'éléments intentionnels, la relaxe s'est appliquée, donc il a été relaxé. Léa. Poil au nez. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi pas? Non, je sais pas. Est-ce que du coup, Éric Dupond-Moretti reprend son job de ministre de manière normale, classique, évidemment, habituelle? puisque de toute façon, depuis le début, on nous rappelle que... Non, mais il y a un truc, pardon, je recommence. Il y a un truc qui me fascine quand même dans ce gouvernement, et c'est pas les premiers. Je pense que Sarko a un peu ouvert la brèche, en quelque sorte. C'est... Finalement, la justice, c'est un peu quand ça nous arrange, tu vois. Genre, quand t'es accusé, il y a la présomption d'innocence. Attention, grande valeur de la justice à laquelle il ne faut absolument pas toucher. La présomption d'innocence, c'est super important, gna gna gna. Et quand finalement les juges décident de te condamner, on va dire ah non mais le pouvoir des juges, le gouvernement des juges, ça c'est pas possible. Il y a quand même une phrase qui est assez hallucinante. Les juges n'ont pas condamné. Oui, justement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les réactions, notamment dans le camp d'Emmanuel Macron et de Dupond-Moretti, c'est ah bah heureusement le pouvoir des juges n'a pas pris le dessus. Et lui-même a dit, alors qu'en réalité, quand tu as fait, tu vois, genre des toutes petites notions de droit constitutionnel et de démocratie, on te présente toujours 3 pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Lui a dit, il ne faut pas un pouvoir
judiciaire, il faut une autorité judiciaire. Il ne faut en aucun cas que l'autorité judiciaire devienne un pouvoir judiciaire. Donc ça en dit quand même long de la conception que ce gouvernement a de la justice. La question, l'expression pouvoir des juges, c'est quelque chose qui revenait très très régulièrement dans la rhétorique de Nicolas Sarkozy. Juge rouge même. D'ailleurs, oui, en plus, allons-y. Oui, ça a été pendant longtemps rouge, carrément. rengaine. Mais donc du coup, moi, je trouve ça quand même assez intéressant de voir comment les choses sont une énorme hypocrisie par rapport à l'institution judiciaire de manière générale, Après, de la part de l'exécutif. La Cour de justice de la République n'a pas été composée par le gouvernement. Il se trouve que c'est comme ça dans notre Constitution. Un ministre en exercice qui est traduit devant la justice ne peut être traduit que devant cette Cour de justice de la République, qui est composée de 3 magistrats professionnels et de 12 parlementaires. Et c'est ça, en fait, qu'on reproche le plus souvent à la Cour de justice de la République, c'est d'être la justice des copains. C'est des parlementaires qui jugent des ministres. Ah bah forcément, ils se connaissent quand même vachement mieux que l'autorité judiciaire. Donc, c'est un peu le problème. D'ailleurs, qui est-ce qui voulait supprimer la Cour de justice de la République ? C'est Emmanuel Macron. Bah oui, Emmanuel Macron lui-même en 2018, moment de Benalla, c'est 2018, Emmanuel Macron proposait de supprimer la Cour de justice de la République. Parce que, en fait, à peu près tout le monde était d'accord pour la supprimer, cette Cour de justice de la République. Parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la merde. D'exception, effectivement. Ouais, c'est une justice d'exception, que ça marche pas, que les rares fois, alors déjà ça a été créé tardivement, les rares fois où ça a rendu des condamnations, c'était des condamnations très faibles. C'était eux le responsable mais pas coupable, rendu son contaminé, ce genre de conneries. C'était la CJR qui disait ce genre de trucs. Donc, la suppression de la CJR, ça devient, je pense, urgentissime. Non ? Ouais. Mais en fait, surtout le délibéré, il rend service à personne. Il rend même pas service à Dupond-Moretti, en fait, parce que les juges sont d'accord pour dire qu'il y a eu conflit d'intérêts. Et lui, du coup, passe en plus pour un énorme débile. Ça fait des années qu'il est avocat, et on va nous faire croire que Éric Dupond-Moretti est incapable de discerner s'il y a un conflit d'intérêts ou s'il n'y a pas un conflit d'intérêts. Donc après, je pense qu'Éric Dupond-Moretti a un capital sympathie qui est quand même assez exceptionnel, et je pense que ces sorties à l'Assemblée nationale, notamment contre le RN, vont faire qu'on va oublier très rapidement ce jugement. Ouais, c'est possible. Je pense que ça rend service ni à la Cour, ni à la CJR, ni à Dupond-Moretti sur le moment, ni au gouvernement, ni à la République. Donc oui, faut et puis surtout c'est une justice à 2 vitesses. Ça va vite quand c'est un ministre qui est jugé, je trouve. Alors que sur la vitesse, tu veux dire, sur la vitesse du jugement, ça va assez rapidement. Ça va très vite. Contrairement à la justice pour les civils entre guillemets, qui peut prendre beaucoup plus de temps. Ça fait un peu 2 poids 2 mesures pour le coup. Jules, est-ce que Emmanuel Macron peut encore promettre la suppression de la CJR dans une hypothétique réforme des institutions ? Je sais pas sur quel chantier il est là. Je pense que là son chantier, c'est ils sont en train de se réveiller parce qu'il y a les européennes là, mais 2027 qui s'annoncent un peu mal, et ils sont là à se dire merde, qu'est-ce qu'on a pour lutter contre l'extrême droite ? Et c'est vrai que Dupond-Moretti est une figure qui s'est historiquement aussi fait connaître par des discours très durs contre l'extrême droite de Marine Le Pen et d'abord et avant de son père. À ceci près que, moi c'est un peu de l'antifascisme en mousse, parce qu'il va dire, je l'ai entendu, ce qu'il a dit à l'Assemblée il y a quelques jours, ça a énervé contre le RN. Marine Le Pen. Ouais, ils vont porter plainte. Voilà, il a dit, vous tenez vos nazis, quoi, en gros, vous êtes toujours potes avec les néo-nazis, machin. Il a provoqué un départ collectif des députés RN de l'Assemblée. Et puis après, il a dit, vous êtes le miroir de l'extrême gauche, qui avait rien demandé. Et voilà, et comment tu fais de ça pour moi, c'est de l'antifascisme en mousse, tu vois, de dire, il y a les fascistes, puis il y a les autres aussi qui m'emmerdent, et vous êtes tous des extrêmes. Et là, tu anéantis ce que tu as dit avant, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un danger spécifique de l'extrême droite ? Donc moi, je il a dit Gudard, Il a les nazillons et les Gudards. Nazillons et les Gudards, ouais. Les Gudards, ouais. Il n'a pas tort, parce que Street Press a balancé une enquête aujourd'hui et révèle que parmi les collaborateurs des députés RN, il y a pas mal de ces collaborateurs parlementaires justement qui sont encore très proches des zouaves, de ces mouvances-là, des ex-zouaves. Ce sont des milices en l'occurrence, le GUD, les zouaves. De l'ultra-droite en fait. Et quand on étudie la question du parti Rassemblement National,
On comprend vite pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de formation des cadres à proprement parler au Rassemblement national. Il n'y a pas de culture de la. Ah oui, merde. C'est le prochain sujet. Enfin bon, il n'y a pas de culture de la lecture, donc du coup, ils continuent à recruter dans ces milieux-là qui, eux, ont une culture de la lecture des classiques d'extrême droite, etc. Tu le rediras ? Cette CGR. Non, mais on continue à en parler. En tout cas, moi, je m'interroge vraiment, non, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron a l'intention de réformer la Constitution. On sait déjà quelques trucs qui vont être dans cette réforme de la Constitution, je pense à l'IVG notamment. Est-ce qu'il va remettre la suppression de la CJR ? Oui, c'était la CJR. Au début, on est parti de là, ouais. Mais bon, du coup, moi, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, et puis il n'y a pas que lui. Il y a Olivier Dussopt, c'est ça, tu voulais en parler ? Olivier Dussopt, donc le ministre du Travail, qui est devant le parquet national financier pour des faits remontant à 2009, accusé de favoritisme dans le cadre de marchés publics lorsqu'il était maire de la ville d'Annonay. Et le parquet général a requis 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Et là aussi, non pas que je sois complètement obsédée par Emmanuel Macron, mais quand même, c'est censé être le garant de l'indépendance de la justice. Vraisemblablement, il aurait balancé en off en Conseil des ministres, ça c'est un ministre a priori qui l'a soufflé. Le dernier mot doit revenir au peuple souverain et non au juge. Dans l'affaire de Dussopt. Il n'y a plus de repères en fait. Ça l'a bien arrangé pour De Rugy pour le coup, que le peuple donne son avis, parce que c'est un peu l'opinion publique qui a poussé De Rugy à mais ça, je crois que Emmanuel Macron en garde au travers de la gorge cette histoire-là. Justement, Emmanuel Macron déteste le tribunal populaire, les réseaux sociaux. Et pourtant, on l'a pas vu lever le bouclier pour De Rugy sur l'affaire des homards. Pour le coup, il avait peut-être raison de ne pas le faire, mais il y a un peu un deux poids deux mesures dans ce gouvernement. Pareil pour Alexis Collère qui, il me semble, est un peu dans la sauce lui aussi. Un petit peu. Qui se fait extrêmement discret sur l'affaire dans laquelle il est. Marlène Schiappa a été débarquée suite à l'affaire du fonds Marianne. Mais bon, elle en faisait un peu trop. Il y avait un peu trop de. Il n'y avait pas que l'affaire du fonds Marianne à proprement parler. Il y avait d'autres. Elle agaçait, quoi. Playboy, elle avait demandé à personne. Oui, c'était un électron libre. Donc ils ont fait bon. En plus, il y a le fonds Marianne. Allez, hop, ça dégage. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande quid de Damien Abad. Damien Abad, ça s'est fait par un remaniement. Oui, il y a eu remaniement pour Damien Abad, donc il n'a même pas démissionné en fait. Oui, c'est vrai. Non, il n'a pas déposé sa démission et je me souviens plus. Mais je sais pas aussi, c'était dans le cadre d'un remaniement. C'était des remaniements, ouais. C'est souvent ce qui se fait. En tout cas, c'est un peu l'usage dans ce gouvernement. Il demande rarement à un ministre de démissionner ou une ministre de démissionner en plein scandale. En plein scandale. Ouais. Moi, j'ai hâte pour montrer que finalement, c'est eux qui décident, quoi. C'est eux qui ont le dernier mot mais l'idée de la barre, quoi. L'idée d'Emmanuel Macron qui critique la Cour de justice de la République ou qui critique ces juges, ces petits juges là qui ont trop de pouvoir, etc. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans la bouche de Nicolas Sarkozy aussi, qu'on a retrouvé dans la bouche de l'invité de Backseat la dernière fois, qui est un ancien collaborateur, Olivier Marlex, merci beaucoup Usul, qui effectivement disait lui aussi, il y en a marre de ces instances, y compris internationales, qui prennent des décisions par-dessus les souverains. C'est le Parlement qui est souverain. Quand le Parlement il vote un truc, il ne faut pas qu'il y ait une assemblée de je sais pas quoi qui vienne lui dire qu'il a tort. Il n'y a ni raison ni tort. C'est comme ça, c'est la décision souveraine. Ouais, c'est comme s'il y avait le gouvernement avec un 49.3, ce serait ouf, quoi. Oui, c'est ça, c'est insupportable. N'importe quoi. Mais je pense que Léa, t'as pointé le bon truc tout à l'heure. C'est-à-dire que l'équilibre des pouvoirs, les check and balances, comme on dit, c'est en effet la justice doit pouvoir être un recours contre le politique quand ce politique fait n'importe quoi. C'est toute l'idée du Conseil d'État, mais c'est valable aussi. Pour le Conseil Constitue, c'est valable pour la Cour de casse. Mais donc, ça demande. Donc, oui, la justice doit être un pouvoir. Un exécutif qui ne voudrait plus de contre-pouvoir. C'est ce à quoi on a l'impression d'assister là un petit peu, parce que les discours d'extrême droite vont en plus, vont parler carrément de la Cour européenne des droits de l'homme dont on devrait sortir. Je me demande combien de temps il va falloir avant que les macronistes aussi commencent à parler de ça, notamment, je sais pas, Darmanin pourrait dire... Alors Darmanin, déjà il dit je désobéis. Je trouve que c'est un petit peu du même ordre, hein. On reste dans la problématique quel rapport du politique avec la justice. Darmanin dit on peut désobéir si la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'on traite mal je sais pas, les mineurs isolés, les sans-papiers, les machins. Lui il dit on s'en fout, on désobéit, j'assume, pour protéger les Français. Donc voilà, ils ont un rapport assez décomplexé pour les mineurs, quoi. à la justice, au pouvoir judiciaire, quel qu'il soit en fait. Oh, c'est clair, mais totalement. Mais d'ailleurs, c'est la pente autoritaire. Là, en ce moment, on est quand même dans une séquence assez particulière, parce qu'il faut rappeler que Sarkozy est quand même jugé en appel sur Big Malion. Et c'est quand même, alors lui aussi est devant la justice. C'est super chaud, quoi. Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'un président de la République va en appel. Là, il a été condamné à du ferme en première instance. Oui.
Oui, dans cette affaire-là, je crois qu'il y a eu les prix du ferme. Ouais. Donc on a ça, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, l'affaire de la prise illégale d'intérêt de Dupond-Moretti concernait notamment un dossier où Sarkozy était impliqué, sur les Il fadettes. apparaissait dans les fadettes. Sur les fadettes. Donc il y a ça. Et puis il y a le retour de Cahuzac, qui a été défendu par Dupond-Moretti, par ailleurs. C'était son avocat. Ça. Ah, c'était l'avocat de Jérôme Cahuzac. Les meilleurs. Des très bons clients, qu'est-ce que je te dise. Mais oui, Jérôme Cahuzac qui essaye de revenir, je ne sais pas exactement à quoi il essaye de revenir, ou vers quoi. Est-ce qu'il... les municipales. Ouais, c'est ça, municipal, c'est ça. Il oui. scrute un mandat dans une ville, je ne sais pas laquelle, mais ok. Bon. Ah ouais, avec quelle étiquette? Tu trouveras à ce moment-là. Hein. Comme un seul homme. Il pourrait Je sais très pas. bien. C'est un peu comme Valls. Partir à Diane. C'est des gens qui. Non, mais là, c'était vraiment inattendu, quoi. Qui reviennent. Mais oui. Oui, non, je suis d'accord. Que le discours, il est. Moi, j'ai même pas voulu. Qu'est-ce qu'il a dit Cahuzac? Toi qui as Le écouté la discours, session. c'est un peu. J'ai payé ma dette à la société, donc j'ai le droit d'être réhabilité. Ce qui, après, c'est mon avis. Ce qui, dans le cadre de la société civile, est tout à fait OK. On a le droit à la réhabilitation dans la société civile après même avoir très purgé important, une hein. peine, n'importe quelle sûr. qu'elle soit. Je pense que dans la vie politique, pour le coup, c'est un peu plus questionnable, et c'est même carrément questionnable. C'est un débat un peu philosophique, mais est-ce qu'on a envie de faire confiance à des gens qui ont menti pendant 4 mois et qui nous ont dit qu'il n'y avait pas de compte en Suisse Enfin bon, bref. Je vois ce que tu veux dire. C'est un débat très philosophique. Et autant... moi, j'ai pas d'avis tranché sur le fait est-ce qu'un ministre mis en cause doit démissionner, parce que, désolé, moi je crois beaucoup à la présomption d'innocence pour le coup, et je pense qu'elle doit s'appliquer à tout le monde. En revanche, pour quelqu'un pour un ministre ou une personnalité politique qui a été condamné et qui a un mandat, tolérance zéro pour le coup. C'est surtout qu'il a été condamné pour fraude fiscale alors qu'il était ministre du budget, quoi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas, il a pas volé 3 bananes, quoi, tu vois. Le parti communiste, Fabien Roussel, essaie de pousser l'idée d'inéligibilité, qu'on ne puisse plus se présenter, voilà, quand on a été condamné. Je trouve que c'est une idée qui est une bonne idée, assez dangereuse, ah non à mon sens. Mais oui, bon bien sûr. Oui, si, je vois ce que tu veux dire. N'importe quel militant climat peut être condamné pour n'importe quoi. Non, dans ce sens-là. Ou alors, il faut vraiment dire un certain nombre de délits particuliers. Qui sont liés à l'exercice des fonctions, typiquement, un minimum de cohérence, quoi, tu vois. Ouais, mais là aussi, je vois ce que veut dire Usul. Attention à ne pas donner trop... Mais oui, c'est ça. Et ça peut devenir assez facilement un outil pour dégager des opposants politiques. Un peu trop facilement. Le pouvoir des juges, on y est. Non, là, c'est plutôt le dévoiement de la justice au service d'intérêts politiques. Ils disent, viens, on le dégage, celui-là, il est trop, il va nous faire de l'ombre dans les sondages, on lui trouve une affaire n'importe laquelle, on le fait condamner, comme ça, c'est réglé, merci, ciao, bye bye. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre de régimes autoritaires dans ce monde, je pense notamment à la Russie. Quand Poutine, il veut se défaire d'un opposant, et il l'empêche de se présenter aux élections. C'est aussi simple que ça. Et je trouve ça un peu paradoxal, par contre, que Fabien Roussel propose ça, alors qu'il est quand même soupçonné d'emploi fictif. Bon, ça pourrait se retourner contre lui, cette proposition. Ouais, c'est vrai. Les emplois fictifs, c'est quand même un vrai truc en politique. C'était une ambiance à une époque. Ça a été une époque quand même où oui, il y en avait beaucoup. Tous les partis, tous les partis. On voulait parler aussi des Jeux Olympiques, dis donc, les Jeux Olympiques. Les quoi? Les Jeux Olympiques. C'était Coluche qui disait ça. Je connais pas. Les JO de Paris 2024, on a appris que le ticket de métro à l'unité passera à 4 € du 20 juillet au 8 septembre, donc pendant la période des Jeux, quoi. Le pass Navigo hebdomadaire coûtera 70 balles. Alors que dans son projet, Paris 2024 avait promis la vie de sa mère que ce serait gratos les transports. Vous préférez payer 4 baguettes l'été prochain ou un ticket de métro? J'ai pas compris si ça allait être le même prix qu'allait être payé par les Parisiens. Ah oui, c'est pour tout le monde. Alors oui, en fait, si tu veux, dans le dossier qui a été déposé en 2017, ce qui était promis, c'était la gratuité des transports pour tous les détenteurs, pas pour tout le monde, pour tous les détenteurs de billets pour les épreuves des Jeux Olympiques. Et on se rend compte 6 ans plus tard que les promesses électorales se fracassent un peu sur la question du budget des Jeux Olympiques, qui a déjà pris, je crois, plus de 2 milliards, voire 3 milliards d'euros dans la gueule. Nos glissades. Tu veux dire par rapport au budget initial? Exactement, par rapport au budget initial. Ça fait une petite marge. Ouais, ça fait... Zut. On passera ça en perte. On va vendre des peluches. Zut. Et en fait, on nous avait aussi vendu cette gratuité des transports pour des raisons écologiques. C'est-à-dire qu'on se disait, les transports seront gratuits pour les millions de gens qui vont venir à Paris pour regarder les Jeux. Rendons les transports gratuits, ça évitera de prendre la voiture, le Uber, les trucs, les machins.
Là, il va y avoir des choix à faire, hein, puisque 70 balles la semaine pour faire 10 stations de métro, en termes de pouvoir d'achat, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a un problème autour des Jeux Olympiques que moi je n'arrive pas à m'expliquer. C'est ni dingo. Non mais justement, en fait, c'est la question de la strate des responsabilités. C'est que chacun se renvoie la balle. Il y a l'État, la ville, la région Île-de-France, l'autorité organisatrice des Jeux Olympiques, le Comité international olympique, et je dois en oublier entre les trucs, il doit y avoir des boîtes de conseil de je sais pas quoi. Ouais. Ah bah, c'est insupportable. Je ne comprends pas qui organise les Jeux Olympiques, qui est responsable de la politique tarifaire. Et Jean-Luc Mélenchon. Il faut pas. Et l'extrême gauche. Non mais voilà. Et c'est extrêmement complexe de comprendre qui organise les Jeux Olympiques, qui est responsable de quel budget, pourquoi faire. Anne Hidalgo, j'ai l'impression que c'est une des seules qui prend des responsabilités, ou en tout cas qui assume de dire qu'il y a trop de choses qui vont mal se passer et que c'est ça qui fait que ça lui retombe sur la gueule. C'est elle, par exemple, qui a dit on sera en retard sur les transports et la mise à l'abri des personnes sans domicile fixe. Elle l'a dit, elle a annoncé qu'on va pas être à l'heure de nos promesses, au rendez-vous de nos promesses. Il faut voir la gueule de à quoi Pécresse et Beaune ont répondu non. Ouais. Ont répondu elle a tort. Et c'est là qu'elle a quitté Twitter, non? Et c'est ouais, hein. C'est dans ces eaux-là. Hein. Je pense qu'il y a un lien. Non, il y a un lien. Non, mais en fait, Anne Hidalgo annonce, je crois que c'était en début de semaine dans Quotidien, qu'on ne sera pas prêt en termes de transport et tout. Et elle a probablement raison, puisque avec Valérie Pécresse, c'est probablement celles qui sont le plus au fait du sujet pour le coup. Et sauf que Clément Beaune lui répond dans la foulée, mais en fait, pour être au courant de cette histoire, il fallait assister aux 8 commissions qui avaient lieu sur la question des transports. Donc, en fait, c'est un peu en train de devenir une histoire politique. C'est ce que tu dis. Tout le monde se renvoie la balle. Tout le monde a envie de mettre tout le monde dans la sauce. C'est pas n'importe qui. Clément Beaune regarde la mairie de Paris avec des yeux doux. Il aimerait bien ministre des Transports, en plus, il est ministre des Transports directement. Donc il y a un enjeu politique à régler cette question entre tous les deux, parce que Clément Beaune regarde du côté de la mairie de Paris. Sans compter qu'elle-même, au sein du PS actuellement, elle est excessivement isolée, que c'est très compliqué pour elle politiquement, avec son déplacement en Polynésie, si je dis pas. À Tahiti, Polynésie française, oui, c'est ça. Donc bon, voilà. Et elle s'en prend plein la gueule. Je pense que ce sera un bon bouc émissaire quand ça va un peu chier dans la colle, quoi. Elle s'en prend plein la guelle aussi en partie parce que c'est une femme. Ah oui, potentiellement. Bon, après, elle n'est pas parfaite, ça, c'est certain. Non, certainement pas. Mais là, effectivement, je pense qu'elle elle sera un peu la coupable toute désignée, en somme. Et c'est assez fastoche. Puisque de toute façon, tout le monde. Il y a Valoche. Comme tu disais, en plus. Oui, il y a Valérie Pécresse. Beaune qui ziote sur la mairie de Paris depuis un certain temps, qui du coup n'hésite pas à lui mettre des balles à chaque fois qu'il peut, quoi. Après, quand le dossier a été déposé, c'est elle qui était au CIO pour recevoir la réponse et tout. On se souvient du Cinoche, alors que ça a été décidé que ce serait entre Paris et Los Angeles et tout. Donc, en fait, c'est le visage un peu du projet. Entre guillemets, c'est le visage du projet, c'est vrai, avec Tony Estanguet, si on veut, Paris 2024, machin chouette bidule truc. Mais le fait est que politiquement, c'est l'image du projet, et c'est elle qui va concentrer toutes les critiques. Mais d'ailleurs, le fait de dire, par exemple, que les transports ne seront pas prêts, etc., c'est aussi un moyen d'anticiper le potentiel shitstorm à venir, en fait. Et de se d'accuser l'État, de se dédouaner d'une rendez-vous. Est-ce que l'image de France, est-ce que l'image de la France va en pâtir, ou est-ce que le jour venu, on s'en battra les couilles dans le reste du monde de ces histoires de passe Navigo parisiens? Après, il y a quand même plein d'autres sujets sur lesquels l'image de la France en ce moment. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas terrible. Oui, en fait, ça pose plusieurs questions. Déjà, moi, j'ai très peur de ces JO dans l'absolu. Ça va être l'occasion, à mon avis, d'un bond en avant sécuritaire dans la capitale, évidemment. C'est ce qui se vérifie ailleurs. Hein. Ça s'est vérifié à Rio. Tout à l'heure, tu étais bien aimable de reprendre les éléments de langage de Anne Hidalgo. Moi, je ne reprends pas d'éléments de langage. Quand tu as dit mise à l'abri des personnes sans abri. Ah oui, ça, oui. L'idée, c'est de vider la capitale de ces sans-abri. Donc, avec quoi? Avec de la police. Alors, avec des solutions d'hébergement, etc. Mais enfin, oui, soi-disant déjà. Hein. Mais surtout des solutions d'éloignement, en fait. Exactement. Il va falloir chassez-moi cette misère que je ne saurais voir. Il va falloir accueillir, donc, apparemment, des nouveaux gens, alors, des Airbnb partout. Et donc, on est en train de transformer cette ville. Là, on va avoir une expérience un peu totale de ce que pourrait être Paris dans quelques années, c'est-à-dire une ville qui n'est plus faite pour vivre, une ville qui est faite pour accueillir des touristes, voilà, et les transports,
les transports pour tous, déjà, ça se dégrade un petit peu, mais le logement, surtout, le logement. Le fond Et puis, est-ce que cette ville est faite pour vivre ou est-ce qu'elle est faite pour organiser des grandes fêtes ? Est-ce qu'on peut la privatiser pour des événements ? Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Le pont pour les défilés Louis Vuitton. Absolument, mais c'est exactement ce que j'avais en tête. etc. Et je pense que ça va être amené à se multiplier. Donc pourquoi est faite la ville ? Est-ce qu'elle est faite pour vivre ? Est-ce qu'elle est faite pour les gens ? Or, il se trouve que maintenant, les gens vivent en ville. Une majorité de la population, depuis 2008, en France, vit en ville. Donc, dans le monde même, je crois. Après, moi, les expositions universelles, Paris a une longue histoire d'organisation de grands événements. Oui, sauf qu'à un moment donné, tu vois, il y a aussi tout le problème de est-ce qu'on soutient ou pas ces événements. Je veux dire, les JO, ça a plus le vent en poupe, c'est plus, ça a plus la hype que ça avait avant. Tu Ou vois, alors tu parles de d'autres l'exposition JO, universelle, ça dépend. mais c'était au 19e siècle. Donc, Oui, bien sûr, non. Quel JO ? Oui, justement, quel voilà, JO JO exactement. mercantile avec des marques, avec des machins. Justement, et moi, ce dont On je peut me imaginer souviens, des JO qui soient une fête de l'humanité et de la concorde entre les peuples. J'ai peur que ce soit surtout une énorme affaire d'énormes gros sous. Évidemment. moi, je bien me sûr. souviens C'est de la un enjeu défense de soft power de aussi, Paris 2024 et avant de Paris 2012 par Bertrand Delanoë. C'était des projets, je me souviens, qui mettaient en avant justement d'autres JO. Venez, on refait pas comme Athènes en 2004. Non, vous inquiétez pas. Nous, on se promet de faire, par exemple, construire des infrastructures pour les JO qui seront réutilisées après pour loger des gens, des pauvres, etc. Machin. C'est construire des infrastructures sportives qui auront vocation à trouver un modèle économique et un fonctionnement durable et tout. Je me souviens de ces discours-là et je suis comme toi, je constate qu'effectivement aujourd'hui on se dirige vers un truc où ça va nous coûter 70 balles pour se transporter pendant une semaine. Après, la à la promesse rigueur, des tu vois, infrastructures, on le saura sur le temps long. Je veux dire, Et on fera le bilan économique de cette situation, parce que d'autres villes qui ont déjà organisé des JO ont déjà fait. C'est-à-dire qu'il y a des moyens publics énormes qui sont investis. Et parfois, tu parlais de ces grandes infrastructures qui sont faites pour rester et pour être encore là après. Certaines ont été depuis laissées à l'abandon dans d'autres villes dans lesquelles ça s'est passé. Justement, et là, ils promettaient de pas le faire. Mais Albertville, tout ça. Non, mais on verra. Et en fait, tous ces moyens qui sont communs, qui sont publics, qui sont investis pour que quelques entreprises fassent énormément de profit, même beaucoup d'entreprises fassent énormément de profit lors de ce moment-là, c'est en quelque sorte, on est en train de sponsoriser une grande fête où les capitalistes vont s'éclater et faire un pognon de dingue avec notre argent public aussi. Sans compter le et avec des sportifs qui eux galèrent. Et avec des sportifs qui eux galèrent. Et juste en termes de répartition du budget, les chiffres, c'est 1/4 financé par le public et 3/4 du budget total des Jeux Olympiques financé par le privé, donc les grosses entreprises qui sponsorisent, etc. etc. On peut dire aussi du coup les 3/4 par le public, quoi. Ouais. Bah oui, non mais oui. C'est pour comment on présente les choses. Je réponds à ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Non mais si, t'as des notes. Là. C'est toi la chef des JO, c'est toi qui travaille sur les JO. Non, c'est pas vrai. Je sais plus. Mais oui, c'est quand même un enjeu. Oui, il y a les athlètes, on en a parlé il y a 2 semaines, mais c'est aussi un enjeu de soft power ultra important pour la France qui a une image... qui est assez dégradée à l'étranger. Et si ça se passe bien, pour le coup, ce sera un succès français. Si ça se passe pas bien, vraiment. Mais dans quelle mesure ? Ce sera un succès économique, ce sera un succès d'image, et pas uniquement en termes... Voilà, si ça se passe bien. Et pas uniquement en termes de sportifs. Mais quand on voit l'affaire des punaises de lit il y a quelques semaines et les répercussions que ça a eu à l'étranger, je pense que le moindre pet, le moindre truc, ça va être un carnage pas possible. Les grèves. Est-ce qu'il y aura des... j'espère. Ils sont en train de discuter pour qu'il y ait des trêves de grève pendant les va falloir donner des trucs alors. Ah ouais. Donner des trucs là, ça donne du pouvoir de négociation. Il n'y aura pas de manif, par contre, ça je vous préviens. Et surtout, on va avoir les Jeux en 2030, les Jeux d'hiver en 2030. Donc on est obligé de réussir ces Jeux-là pour que le Jeux d'hiver un peu par défaut de ce que j'ai compris, non ? Et on était les seuls candidats. Ouais. Donc on est le seul endroit où il y aura encore de la neige en 2030. C'est pour ça. Non, mais il y a aussi la question de l'opinion publique par rapport à ces JO, à la tenue de ces JO. Je veux dire, globalement, je suis pas sûre que... déjà, les Parisiennes et les Parisiens, j'ai l'impression qu'ils sont déjà ras le bol. En province, on s'en branle. Alors déjà, en province, on les vous gens regarde s'en tapent. en mode... à Paris, les gens sont en PLS. Mais il n'y aura pas de Parisiens à Paris donc cet ils vont été, venir à chez part nous, les en journalistes. Ouais, tu pourras m'héberger. Moi, j'ai prévu d'aller à Lyon. Oh là là.
On continue les sujets d'actualité, on voulait en parler. Un front d'extrême droite aux élections européennes serait en train de se constituer. Une réunion de l'extrême droite a eu lieu à Florence dimanche avec Salvini, Wilders et Bardella, alors que Wilders a remporté les élections législatives aux Pays-Bas la semaine dernière. Oui, ça n'a pas encore eu lieu. Ça va avoir lieu. Exactement, une partie de l'extrême droite européenne seulement, puisqu'il y a une autre alliance autour de Mélanie du PIS qui pourrait être rejoint par Reconquête en France. Léa, les fachos commencent à peser sérieusement à Bruxelles? En fait, ça fait déjà un petit moment que les fachos pèsent à Bruxelles, dans le sens où on a quand même une présidente du Parlement européen qui est une conservatrice, qui est pas loin d'être cataloguée facho. Je peux dire ça sans risquer un truc là? Oui, je peux dire facho, c'est admis. Moi je l'assume, mais c'est juste collaboration commerciale non rémunérée précise. Donc on a une présidente du Parlement européen qui est clairement facho, pour le formuler autrement. On a aussi des dirigeants et dirigeantes au niveau européen qui ont un poids au sein du Conseil, qui ont une influence aussi sur la Commission, qui sont clairement dans la mouvance d'extrême droite fasciste. Et on a un Parlement européen où l'extrême droite est quand même surreprésentée, compte tenu du fait qu'il surfait quand même pendant très longtemps sur « on veut pas de l'Europe ». Maintenant, c'est plus « on veut pas de l'Europe », c'est « on veut réformer l'Europe de l'intérieur ». Et au-delà, en fait, de la montée de l'extrême droite, effectivement, au niveau national, comme on a pu le voir aux Pays-Bas, comme on l'a vu en Italie, comme on le voit un peu partout, on a aussi ce front commun qui est en train de s'organiser au niveau européen, dans les institutions européennes qui sont totalement gangrénées désormais par des partis d'extrême droite. On voit aussi comment la gauche est en train de vraiment patiner les Verts qui risquent de perdre encore une dizaine de sièges, etc. On voit qu'il y a un gros, voire une vingtaine, je crois. Enfin, c'est énorme. Les derniers chiffres, là, j'ai vu sur Euractiv avant de venir, sont vraiment super, super flippants. Et puis, on voit aussi comment, finalement, il y a cette tendance à la normalisation du discours d'extrême droite, à la dédiabolisation, parce que la réalité, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, on est dans un système... on est dans des pays où la pauvreté explose de partout en Europe. L'extrême droite surfe là-dessus, en profitant. On n'a pas encore de certitude absolue pour faire un lien direct entre explosion de la pauvreté, augmentation de l'extrême droite. Néanmoins, ce dont on est sûr, puisque maintenant on a quand même du recul et on sait avec d'autres pays, on voit aussi en Italie, etc., comment ça se passe, c'est que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, tout en défendant des mesures plutôt en faveur du peuple, parce que typiquement, là, aux Pays-Bas, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait campagne sur il faut lutter contre la crise de l'immobilier, en disant, bien entendu, que c'est de la faute aux étrangers, etc. Il faut améliorer l'accès à la santé, etc. On n'était plus sur il faut interdire le Coran, il faut fermer les mosquées. Ça, c'est un truc qu'ils ont laissé de côté. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a toujours ce fond bien rance, là, bien raciste, au fond, avec des mesures qui sont poussées pour faire croire qu'en réalité, ils sont là pour contrer l'inflation, pour proposer un nouveau modèle, pour soutenir des mesures sociales, etc. Sauf que quand ils arrivent au pouvoir, ils font tout l'inverse. Aujourd'hui, Meloni, elle a supprimé le RSA. C'est 500 000 personnes en Italie qui se retrouvent sans recettes, sans revenus, sans moyens de subsistance. Quand on voit aussi la jambe sociale qui est quand même très très faible du RN en France, qui a quand même beaucoup de mal à dire ah non, faut pas conditionner le RSA. On les a pas vus trop monter au créneau, à condition que ce soit pour des meufs qui veuillent bien rester à la maison, ça pourquoi pas, pour s'occuper des enfants, d'accord. Et aussi le fait que le Rassemblement national typiquement a voté contre l'augmentation du SMIC. Donc voilà, on est face à des stratégies, leur version. Des stratégies qui se normalisent, qui sont finalement pensées au niveau qui dépassent en fait le simple niveau national et qui sont vraiment très inquiétantes. Et je pense qu'il faut que nous, on rappelle sans cesse que l'extrême droite n'est pas là pour soutenir les plus pauvres, que la réalité, c'est que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, la première des choses qu'elle fait, c'est supprimer les droits. Et la majeure partie des personnes qui sont les premières affectées par ça, ce sont des personnes qui sont en situation d'extrême pauvreté. Je vais complètement développer ce que vient de dire Léa. En mieux, s'il te plaît. Parce que je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en gros, les politiques qui ont été menées ces 30-40 dernières années en France, à savoir la politique pour l'emploi,
Et comment on crée de l'emploi? En allégeant les charges pour les entreprises, en assouplissant tout un tas de normes, etc. En permettant, en gros, de transformer notre modèle social pour le mettre au service des entreprises. Donc, ça a des conséquences, tous ces allègements de charges, tous ces cadeaux, toutes ces niches fiscales, tous ces allègements d'impôts. Les conséquences, c'est qu'on a des services publics qui ont été asphyxiés. C'est qu'on a des prestations sociales qui ont maigri, et on voit que dans le programme macroniste aujourd'hui, c'est toujours le programme. C'est toujours, maintenant, tiens, alors je sais pas, Bruno Le Maire la semaine dernière qui nous dit pour les plus de 55 ans, le chômage, ça va être un peu plus court maintenant. Et tout est grignoté comme ça depuis 40 ans, mais ça n'est pas arrivé que chez nous, ça. C'est arrivé dans d'autres pays aussi. Globalement, les modèles sociaux européens, qui avaient une particularité, mais qui avaient aussi beaucoup de points communs quand même, nés de l'après-guerre, ont été savatés, vraiment savatés par les capitalistes, par les lobbies à Bruxelles, c'est assez évident, qui sont extrêmement bien organisés. Et donc derrière, on a des débats publics qui vont un peu se ressembler dans pas mal de pays, c'est-à-dire le modèle social, on le casse, les sociétés, on les casse. Moi, je pense que les sociétés, on les casse. Quand on casse les services publics, là où on crée du commun, quand on casse la solidarité, les prestations sociales, etc., on casse aussi ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on croit à ce projet de pays. Sinon, voilà, on est chacun pour soi, il n'y a plus de modèle social, il n'y a plus de solidarité. Alors si on est tous chacun pour soi, prenons un fusil et tirons sur le voisin. Et d'ailleurs, je pense qu'à terme, la montée, je vais être très grave, je pense que la montée de l'extrême droite, là, vraiment dans tous les pays, à terme, c'est des promesses de guerre, de nouvelles guerres et de guerres qui vont se rapprocher. De volonté de conflictualiser la société. Bien sûr. Et je termine en disant que, en effet, comme tu l'as dit, l'extrême droite, une fois au pouvoir, ne change rien à ce modèle social. Il y a des promesses, évidemment, mais on sait que en fait, le projet de l'extrême droite, c'est la domination. C'est maintenir l'édifice de la domination politique et la domination sociale, des classes sociales telles qu'elles sont, et de maintenir les pauvres dans la pauvreté, de maintenir les riches dans la richesse, et que pour l'instant, le système le fait très bien. Pourquoi il changerait ce système? On sait que l'extrême droite n'est pas moins que les autres dans la main des lobbies. Il suffit d'écouter des députés en commission. J'en avais trouvé un là, dans la commission agriculture, un député RN. Il lisait un truc, mais c'était je vois manifestement, il comprenait même pas ce qu'il lisait, et c'était un truc de la FNSEA. Il recrachait le truc de la FNSEA. Donc bon, on a le RN ne vaut pas mieux que les macronistes pour ce qui est du rapport avec les intérêts privés. Donc ils vont continuer à casser la société, sauf qu'eux, ils en tirent un avantage derrière. Si on ne peut pas parler d'économie, disons des trucs racistes, et ça va prendre toute la place dans les médias, et je vous parle même pas des médias, enfin bon, j'arrête là. En termes de stratégie, en tout cas, il y a un truc qui moi m'intéresse, c'est que j'ai fortement l'impression que le Rassemblement national commence à essayer de draguer l'électorat des Républicains. L'électorat traditionnel, bourgeois, pro-business, etc. On a une répartition des rôles entre Marine Le Pen qui continue à s'adresser aux classes populaires et Jordan Bardella qui, lui, commence à assumer de plus en plus son rôle de port de la cravate, aller à des cocktails, machin. Je suis convaincu qu'on va le voir à Roland-Garros, par exemple. Tu sais, dans ces genres de... Je prends Roland-Garros comme espèce de cénacle absolu de cette petite bourgeoisie conservatrice, libérale, Université d'été du MEDEF. Oui, université du MEDEF. Tu vois, il va se faire inviter, il va participer, il va dialoguer, etc. À mon avis, on est en train d'avoir une extrême droite qui grappille l'électorat traditionnel de la droite, avec des électeurs qui jusqu'à présent n'avaient jamais voté à l'extrême droite, mais là qui pourraient tenter de se dire, dis donc, ils m'ont l'air sérieux. Avant, ils faisaient un peu le grand-père surtout, ils faisaient vraiment n'importe quoi, mais là, ils m'ont l'air quand même un peu sérieux, beau costume, belle cravate, discours économique. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais discours économiques, en tout cas, ils ont l'air de toucher leur bille. Et pour moi, qui vis dans les assurances ou dans la banque, ça commence à me rassurer. Pourquoi pas aller voter pour eux? Mais c'est exactement ce qui s'est passé aux Pays-Bas, en fait. Avec Wilders, une classe moyenne qui se sent peu ou pas représentée par les élites périurbaines. C'est un peu le profil qui a été mis en avant dans les études post-élection. Et puis, des personnes dans les situations relativement précaires. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est plus les gens s'enfoncent dans la pauvreté, moins ils se sentent proches de la politique. Et en fait, la réalité, c'est que ce qu'on voit, c'est que si jamais le RN n'arrive pas totalement à aller chercher un électorat précaire, enfin vraiment très précaire avec des mesures sociales, etc., c'est parce que je pense que c'est pas un électorat qui les intéresse, en fait. Comme tu dis, ils cherchent à taper dans du CSP+, des choses comme ça, quoi.